Donc bonjour à tous pour cette nouvelle conférence. On va faire une conférence sur les jeux d'enquête et un peu un renouveau du genre ludique. Je pense que vous avez vu sur la période de Noël dans les fêtes, surtout dans les magasins type Fnac et Cultura, on a un abondement énorme d'escape room, mais pas que. On va parler de jeux d'enquête et de déduction de manière générale. C'est un boom que l'on peut voir depuis 2 ans qui prend des proportions assez on peut même dire envahissante, surtout pour ceux qui gagnent là-dessus, au niveau des rayons. Et l'idée, c'est maintenant d'en parler pendant 1 heure avec des acteurs, éditeurs, auteurs du marché, de faire un petit point en fait, d'où ça vient et où cela va nous mener. Pour cela, on va voir en intervenant, on va vous laisser vous présenter un par un. Vous avez 2 micros là-bas. Alors, je vais laisser déjà à ma gauche, Damien, je te laisse te présenter tout seul. Bonjour, moi j'ai été auteur d'un jeu d'enquête il y a très longtemps qui s'appelait London 1888. Alors, d'ailleurs, on a un micro dans la salle, c'est Bernard ici, donc n'hésitez pas à lever la main, à intervenir. Et voilà, producteur à côté, puis depuis peu, d'une expérience d'enquête d'un jeu qui a demandé 3 ans de travail avec 112 personnes. Voilà que ça. On en parlera un petit peu à la fin, justement. Bonjour, alors moi c'est Cyril Demag, donc je suis récemment connu pour être l'auteur d'Unlock, et en termes de jeu d'enquête, c'est pas un commentaire, non? Merci, hein. Merci bien. On édite également Sherlock Holmes Détective Conseil, qui est une sorte de grand ancêtre du jeu d'enquête, qui a été inventé en 1980, qui a eu un Spiel des Jahres en Allemagne du prix du meilleur jeu de l'année et qu'on a réédité en France il y a quelques années. Et voilà. Bonjour, Ludovic Papaïs. Je suis l'ancien gérant de La Boîte à eux, une petite maison d'édition qui faisait des jeux d'enquête justement. Et je suis actuellement le responsable édition chez Yellow, voilà, qui fait des petits jeux aussi d'enquête, comme Exit, comme d'autres trucs. Et Olivier Rex, donc moi je suis animateur d'un podcast sur les jeux de société qui s'appelle La Radio des Jeux. Je suis membre du jury de l'As d'Or et je n'ai absolument pas la compétence de tous ces gens qui font des jeux d'enquête, mais Gaëtan voulait vraiment que je sois là, je ne sais pas bien pourquoi. Donc l'idée, pendant cette conférence, on va peut-être commencer un peu sur les prémices du jeu d'enquête, d'où ça vient. On parlait de 1980 de Sherlock Holmes, mais en fait, on va voir que ça remonte un peu aux années 30 déjà, voire plus vieux. Donc on va appeler vos anciennes mémoires. On va parler des premiers succès. Alors naturellement, on va parler de Sherlock Holmes, pas que. Le boom actuel, un peu aussi voir un peu comment ça fonctionne sur les différents pays, parce qu'on peut se rendre compte que finalement les succès sont très forts sur certains pays. On va parler d'Unlock en France ou autre, mais on parlait d'Exit, très fort aussi sur l'Allemagne, avec des succès en fait peut-être un peu, on va dire, national. Et on va finir un peu sur justement l'avenir. On parlait de Malfos, mais pas que, de ce qui se présente un peu et des nouvelles expériences, on va dire ça comme ça, qui arrivent. Dans les prémices, le plus ancien que nous on a retrouvé pour préparer, c'est les Murder Party. Alors c'est très probable, oui. Le plus probable, c'est que le premier jeu d'enquête soit une Murder Party, parce que finalement, un jeu comme Sherlock Holmes, qui est le plus ancien qu'on ait actuellement, finalement, qu'est-ce que c'est sinon une Murder Party transformée en livre, quoi. Donc, bon, je connais pas du tout l'historique des Murder Party, donc déjà, au niveau expert, c'est 0. C'est sans doute pour ça qu'Olivier est parmi nous. Il va nous parler des Murder Party après. En fait, Mais bon, effectivement, jeu de rôle, Murder Party, c'est un peu parce ça, qu'un jeu de rôle, une enquête enfin, il y a des enquêtes de jeux de rôle. Des jeux de rôle comme Cthulhu sont bien plus souvent basés sur l'enquête que sur le combat. À Cthulhu, quand on croise un monstre, a priori, on est mort, donc on préfère enquêter pour le trouver. Comme ça, on meurt qu'à la fin de l'aventure. On se rend compte qu'en fait, au final, les Murders, c'est les années 30. Il y avait justement Agatha Christie.
je pense que Bernard qui est dans la salle pourra en parler, qui se sont un peu basés là-dessus en fait. Oui. Donc un peu années 50 au niveau de l'écriture. Ça se passait dans les hôtels en Angleterre. Les whodunit. Il y a tout un courant du roman policier qui sont les whodunit, et Agatha Christie, c'est la princesse de ça. C'est tous les romans où tu dois chercher l'assassin. Bon, Agatha Christie, on réfléchit, on peut pas trouver, mais il y a vraiment des romans aussi qui ont été écrits qui s'arrêtent un moment et qui disent, vous pensez, en général, vous pensez que c'est qui, voilà. Agatha Christie, c'est celui qui a aucune chance, c'est lui. Voilà. Et là, on se demande pourquoi Olivier a été invité. On parle aussi des jeux de rôle, en fait. Parce que c'est vrai que naturellement, on va penser au Murder Party. Jeux de rôle, début, on va dire, années 70. Donjons et Dragons, 74. Ouais. Alors, les premiers jeux de rôle sont plus des adaptations de Wargame. C'est-à-dire que c'est... à la base, ils jouent au Wargame et ils ont eu l'idée de personnaliser ça avec... Donc, au début, on est plus dans la guerre. Mais dès le moment où on passe à des jeux de rôle plus... moderne, enfin années 20, enfin qui se passe dans les années 20, années 30, on passe tout de suite plus dans l'enquête. Dans les tout premiers jeux de rôle, il y a un jeu de rôle justement d'enquête un peu gumshoe, enfin dans les whodunit, je me rappelle plus du tout le titre, malheureusement je suis vieux maintenant. Et puis il n'était pas du tout distribué en France, mais oui, le jeu de rôle a assez vite amené au jeu d'enquête, quoi. Et on se rend compte qu'au final, c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire du jeu, on peut dire ça, parce que le Wargame, 19e, fin 19e, on va dire que c'est les premiers jeux importants, on va dire en masse. Le jeu de société, ça remonte à l'Antiquité, plus ancien. Donc au final, on voit que c'est un genre qui est récent, on va dire ça comme ça, et avec des succès qui sont aussi récents. Donc, et c'est ça qui serait intéressant, c'est même pour vous, c'est quoi qui vous a amené justement sur les jeux de déduction? Quels sont les premiers jeux, vu que vous n'êtes pas tout jeune, quels sont les premiers jeux qui vous ont amené vers ça et qui vous où il y a eu le déclic? Moi, clairement, le jeu de rôle, il y a pas de souci. Et c'est marrant parce que j'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé par le jeu de rôle. Du jeu de rôle, je suis passé au livre dont vous êtes le héros, et du livre dont vous êtes le héros, je suis passé à Sherlock Holmes, qui est une sorte de livre dont vous êtes le héros avancé, en fait. C'est-à-dire que moi, vraiment, ma première rencontre avec le jeu d'enquête, c'est le vrai jeu d'enquête, j'entends, c'est le fameux Sherlock Holmes en tant que joueur, qui était sorti sous la forme d'un gros classeur chez Jeux des cartes en 1984, je dirais, par là, qui était un gros classeur crème avec plein de un ou 2 ans plus tard, je crois. À 86. Plutôt 86. Ouais, ça ne nous rajeunit pas en tout cas. Et qui a été ma première rencontre avec le jeu d'enquête. À l'époque, je jouais à Cthulhu. On faisait des enquêtes, et là, c'était des vraies enquêtes. C'était bien écrit, c'était chouette. Et voilà. Mais en fait, c'est ce qui m'a donné envie de le rééditer, je sais pas, 30 ans plus tard, à peu près. 2011. Ouais, voilà. On se demande pourquoi t'es là, toi. En fait, moi, j'ai pris des notes, sinon je le savais pas. On est tombé sur le gars qui a préparé. Donc ouais, 2011, on l'a réédité pour ça, parce que on l'a ressorti au cours de vacances avec les amis. On s'est dit, ce jeu était génial. Pourquoi a-t-il disparu? J'ai dit, refaisons-le. Et d'ailleurs, ça a été une enquête de le refaire, parce qu'il a fallu retrouver les auteurs, dont la plupart étaient morts. C'est la meilleure enquête de Sherlock Holmes. Il faut que tu racontes l'histoire. Que tu as déjà raconté, mais elle est... Non, mais vraiment, parce que effectivement, on a un jeu qui est sorti en 81, qui a été réédité par Descartes en 85, et puis toi, tu décides en 2000, donc 9, 10, 8, de rééditer ce jeu que tout le monde avait oublié, honnêtement, ce qui était un sacré pari, parce que Sherlock Holmes était mort, archi-mort. On a des auteurs, je sais pas quel âge ils avaient. Enfin, tu peux raconter la recherche. La recherche, elle est chouette, quoi. Ouais. En fait, on voulait vraiment rééditer Sherlock Holmes, mais le problème qu'on avait, c'est de retrouver les auteurs, parce que ils avaient disparu de la circulation depuis 30 ans. C'était pas des auteurs comme maintenant qui... maintenant, les auteurs, ils s'en font quasiment un métier, mais eux, ils avaient sorti le jeu peut-être pour s'amuser ou un peu dans la mouvance jeu de rôle. Donc, ils avaient sorti le jeu et puis ça avait disparu, quoi. Et ils étaient 3. Et j'ai mis 2 ou 3 ans à pouvoir retrouver les auteurs, et j'ai interrogé tout le monde dans le milieu du jeu. Je fais, toi, tu connais pas? Tout le monde disait, non, c'est vieux, j'ai jamais connu. Et à la fin, la personne qui m'a permis de retrouver les auteurs, j'avais réussi à les localiser dans la zone de San Francisco.
Donc voilà, c'est pas mal. Et on m'avait dit, ouais, il fréquentait une boutique par là. J'avais contacté la boutique, on m'a dit, non, mais non. Et c'est amusant parce que c'est Tom Lehmann qui m'a permis de la retrouver. Tom Lehmann, qui vient de gagner l'As d'Or hier. Et Tom Lehmann est un personnage assez particulier parce qu'il connaît tout le monde. Si vous habitez à San Francisco, Tom Lehmann vous connaît. Tom Lehmann, ouais, c'est un auteur américain, ce qui est l'auteur notamment de Race for the Galaxy et que tu éditais à l'époque, Ouais. et de Res Arcana, donc il a gagné l'As d'Or Expert hier soir. Et il connaît absolument tout le monde. Ça veut dire qu'il a déjà déjeuné avec Bill Gates. Moi, il me racontait à chaque fois des anecdotes. Je disais, mais c'est pas vrai. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, finalement, ça fait longtemps que je les cherche. Je vais peut-être demander à Tom Lehmann. Et Tom Lehmann m'a dit, ah ouais, mais je connais un des testeurs. Il est dans mon cours de danse. Et quand on connaît Tom Lehmann, on a du mal à l'imaginer dans un cours de danse. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est comme ça qu'il a réussi à me retrouver Suzanne, qui était la seule survivante, parce qu'il y en a un qui a disparu. On ne sait même pas ce qu'il est devenu. Et le troisième auteur, qui était le mari de Suzanne, est mort il y a quelques années. Donc voilà. Et ça a pris du temps, mais on a réussi. Et ça valait le coup de s'obstiner, je dirais. Bravo. Justement, les premiers succès qui ont été connus, ça peut un peu à ça. Je pense à notre ami Ludo, le plus discret de la bande. Sweet Agatha, justement, on en parlait, tu avais fait la boîte à eux un peu aux années 2000. J'ai fait la boîte à eux pour éditer ce jeu, oui. Après, en parlant de succès, c'est un mot un peu fort. Succès d'estime. C'est que là-dessus on a commencé vraiment à parler un peu aussi d'un retour justement du narratif. Et en tout cas, sur Trick Track à l'époque, sur le tout début, ça a fait quand même pas mal de bruit. Alors certes, sur la partie, peut-être pas en nombre de ventes pour toi à l'époque, mais en tout cas d'estime et de réputation. C'est vraiment le premier jeu de déduction en dehors de Sherlock, en France, qui a commencé à bouger, quoi. Peut-être, oui. Je te fais confiance. C'est 120 exemplaires, c'est pour ça que je tiquais sur le succès. Hein. Ouais. Mais j'ai tout vendu assez vite. C'est un jeu d'enquête qui est un peu spécifique, qui est assez demandeur, qui est très contraignant, parce que c'est un jeu en plus d'écriture. Il va vous pousser à écrire une histoire, à écrire une petite nouvelle qui est une enquête. Sweet Agatha, c'est parce que Agatha a disparu, c'était votre meilleure amie. Et le jeu c'est un livre avec plein de photos, avec des choses à découper. Et le jeu va vous pousser à enquêter sur elle, mais vous créez vous-même l'histoire. Donc c'est un des premiers jeux, mais c'est purement c'est de l'écriture plus que de l'enquête. Même s'il y a tout le côté mystérieux, il y a tout le côté émotion d'un jeu de rôle. C'est comme si on jouait tout seul à un jeu de rôle, puisqu'on se crée nous-mêmes l'histoire. On peut jouer à deux aussi, mais c'est un ping-pong. Si on joue à deux, c'est un ping-pong. C'est chacun est maître du jeu à tour de rôle. C'est là qu'on voit un peu, on parlait tout à l'heure de Murder Party, qui demande bien évidemment pas mal de narratif et d'écriture. Sherlock Holmes, c'était des classeurs entiers, justement, de fiches et d'enquêtes. Sweet Agatha, c'est ça. Il y a quelque chose qui est un petit peu à part, et ça aussi, c'est quelque chose que Cyril, qui va parler beaucoup, dont est fan. On va parler peut-être aussi un peu de la Chouette d'Or, justement, puisque c'est quelque chose... Alors, on va faire court. C'est un livre, justement, qui est sorti dans les années 90. Ouais, tu peux en parler aussi dans ce cas-là. T'as cherché aussi, toi, parce que toi, t'aimes bien les énigmes, en fait, quand même. Ouais, ça c'est vrai. Et donc justement un peu l'histoire autour de la Chouette d'Or, parce qu'on n'est pas dans le jeu de société, mais c'est pas loin en fait. Bah, c'était d'abord 11 énigmes dans un livre. C'est Michel Lafon qui a publié ça. Et ça a été un énorme succès d'entrée de jeu, parce que c'est 30 000 exemplaires vendus extrêmement rapidement. Et surtout, à l'époque, l'Internet de l'époque, c'était le Minitel. C'est là où Max Valentin, l'auteur, a fait fortune, quoi. C'est vraiment. Et donc, l'idée était simple, c'était une réplique d'une Chouette d'Or qui était enterrée quelque part en France. D'ailleurs, elle y est toujours. Elle y est toujours, apparemment. Et donc, l'idée, c'était de la retrouver. Et pour ça, on avait ce livre avec 11 illustrations et 11 énigmes. Et avec ça, on pouvait trouver l'emplacement exact où elle était enterrée. Je crois qu'elle est enterrée à 30 cm
voilà, dans un et voilà. Parce que toi, tu sais où aller, toi. Non, mais j'ai des amis qui un soir avaient une certitude, un soir de 31 décembre, et sont allés dans un 31 décembre, j'en souviendrai toute ma vie. Et ils sont arrivés en courant dans une soirée. Bon, on était dans une soirée, voilà, de Nouvel An. Ils sont arrivés en disant, je sais exactement où est la chouette d'or. Ils ont pris des détecteurs de métaux, tout. Ils y sont allés. C'était une grande forêt. Et là, ils se sont dit, c'est sûr, c'est ici. Et en fait, le détecteur bipait tout le temps. Et la première fois, ils ont dit, oh, ça y est, on a trouvé, c'était là. Et ça bip, 10 mètres plus loin, ça bip tout le temps. Et c'est là où il y a eu une grande guerre, la seconde, et il y avait des éclats d'obus partout. Et pour la petite anecdote, ce soir-là, à 2h du matin, ils ont vu une voiture qui ressemblait à la voiture de Max Valentin. Mais ils connaissaient la voiture de Max Valentin. Ils étaient complètement accros à ça, ils jouaient. Et ils se sont dit, on doit être au bon endroit parce que cette voiture, ils ont vu un homme sortir de la voiture en pleine forêt, au milieu de nulle part. Ils ont vu cet homme sortir beaucoup plus loin. Il les a croisés, il les a vus, il est remonté dans sa voiture, il est reparti. Ils se sont dit, c'est vraiment la voiture de Max Valentin. Ils ont vérifié et ils étaient persuadés que c'était lui et qu'ils étaient au bon endroit. Maintenant. Alors, pour l'anecdote, quand on veut voir des coïncidences, on en voit toujours. Dans les chasses au trésor, moi j'en ai organisé, les gens, quand ils sont persuadés qu'ils ont raison, ils sont persuadés qu'ils ont raison. Il n'y a rien qui les en fera démordre de toute façon. Donc, ils commencent à avoir des coïncidences partout. Et c'est vrai qu'ils arrivent à construire des superbes coïncidences. Et souvent, c'est faux. Et justement, tu parles de chasse au trésor, c'est aussi quelque chose qui était très fort des années 80-90 qui a commencé à exploser. Le premier très connu, mais évidemment, c'est la chouette d'or qui a pris une ampleur folle. Mais c'est pas franco. Même la chouette d'or, c'est pas le premier parce qu'il y en a eu en Angleterre d'abord. C'est le premier qui a explosé. C'était le lièvre d'or, je crois, en Angleterre. Ouais. L'idée, c'est qu'en fait, on se retrouve encore sur. Alors, c'est juste aussi un peu, on va dire, limite du grandeur nature, en fait. Oui. Mais on est encore sur du partage, on est encore sur l'image aussi, puisque Chouette d'or, c'est basé sur un livre avec beaucoup d'illustrations où il faut déduire, donc pas loin de Sweet Agatha, c'est pour ça que je fais le lien un petit peu autour de tout ça. Sauf que lui, il torture pas les gens depuis 30 ans. Et puis là tu as quand même un gros distinguo entre les jeux un peu plus puzzle game et les jeux un peu plus narratifs que tu retrouves entre Exit et Unlock, enfin. Ouais, en fait, c'est la chouette d'or, c'est un formidable passe-temps parce qu'il y a des gens qui y sont depuis 30 ans et qui veulent pas lâcher, mais c'est beaucoup moins narratif. C'est-à-dire que, par contre, oui, c'est un peu comme Sweet Agatha, on va dire, c'est ouvert à toutes les extrapolations et les gens ne s'en privent pas. C'est-à-dire qu'ils extrapolent dans tous les sens. À la fin, et d'ailleurs, le Minitel en a été beaucoup la cause, entre oui, mais machin, il a dit ça. Et en fait, techniquement, on devrait pouvoir trouver juste avec le livre. Et le livre, honnêtement, c'est 12 pauvres phrases et puis 12 illustrations, et c'est tout. Mais après, il y a des tas de choses qui ont été dites. Et du coup, c'est ouvert à toutes les extrapolations. Mais le 18 janvier 1987, il a dit ça. Et donc, c'est différent, malgré tout. C'est moins narratif, je trouve. Mais bon, après, par contre, c'est un passe-temps qui m'a pris beaucoup de temps personnellement. À toi aussi, je pense. Tu aimais bien chercher des trésors au moins à la Gen Con, donc j'imagine que la chouette, tu as dû y passer un peu de temps aussi. Et on l'a tous fait. Et justement, on parle par rapport à l'objet, on parle par rapport à ses recherches. On parlait de Murder, donc que des choses qui sont plutôt, on va dire, un peu lourdes, qui demandaient beaucoup d'investissement, on va dire ça comme ça. Sweet Agatha pour moi était important parce que déjà il a gagné un prix important aux États-Unis aussi, ça c'est pas négligeable. Avant d'arriver, je pense que c'est peut-être comme ça d'ailleurs tu l'as découvert. Qu'est-ce qui a fait que le jeu d'enquête a fait un énorme boom? Une question très vaste justement, qui est un peu le cœur de la conférence. Alors Olivier. Moi, j'ai absolument pas la réponse. Mais selon vous? Non, mais j'ai absolument pas la réponse. Sur les jeux d'enquête, il y a vraiment effectivement ce retour de Sherlock, je pense, qui a surpris absolument tout le monde et sûrement son éditeur en premier. Oui, tout à fait. Parce que je pense que c'était un pari... Alors, historiquement, nous, quand on a fait Sherlock, je me suis dit, au début, c'était vraiment pour se faire plaisir. Je me suis dit, on va en faire 1000, et puis voilà. Et quand j'y ai travaillé, je me suis aperçu que c'était beaucoup plus de travail qu'envisagé, parce que
il y a du texte partout. Enfin, c'est dantesque. On changeait les enquêtes, machin. J'ai dit non, on peut pas en faire que 1000. Ça va jamais être rentable vu le temps qu'on y passe. Donc on est passé à 3000. Et puis en fait, quand on a commencé à dire qu'on allait le faire, les gens disent oh là là, Sherlock Holmes et tout. Il y avait ce côté Madeleine de Proust, sûrement poussé aussi par les boutiques qui l'avaient vendu dans les années 80. On s'est dit bon bah ok, on va en faire 5000. Et puis finalement, on s'est rendu compte que les gens le voulaient. Et enfin, parfois, on fait des jeux, on se rend pas compte que les gens le veulent pas. Mais là, en l'occurrence, on s'est rendu compte qu'ils le voulaient. Donc ouais, ça remplit un trou en fait. Moi, j'arrive pas à m'expliquer vraiment. Mais enfin, en tout cas, ça a marqué. On a vu que ça pouvait marcher, et on n'en a pas eu pendant très longtemps en fait. Et il se trouve que là, effectivement, et tu disais 2 ans, mais ça fait quelques années où on en a de plus en plus, et on va en avoir sur l'année qui vient un certain nombre. J'en ai vu un nouveau pas mal, ne serait-ce qu'il y a 10 minutes là. Il y a des auteurs et des éditeurs qui vont en publier cette année. C'est vrai que c'est arrivé. On a eu Minuit meurtre en mer qui est arrivé en 2017. On a eu alors je regarde mes notes. Il y a eu Chronicle of Crimes qui est arrivé en 2018, qui a été un gros succès sur des systèmes assez proches de Sherlock Holmes, avec l'utilisation de la technologie. Enfin, Détective. On a eu Détective l'année dernière qui a fait une utilisation hyper intelligente, et là qui sort en fait, qui vient aussi de tout ce qu'on voit dans les séries télévision. Je veux dire, il y a aussi toutes ces séries d'enquêtes là. Dans Détective, on a vraiment cette sensation de chercher dans une base de données du FBI ou peu importe des informations, et avec la technologie qui permet ça, ce qui est aussi un peu le cas dans Chronicle of Crimes, et d'avoir des vraies sensations d'être un vrai enquêteur. Et puis des formats un peu plus courts. On a vu traduit l'année dernière un jeu espagnol là, qui s'appelle Q-System Sherlock. C'est de toutes petites boîtes que je vous conseille d'essayer. C'est une dizaine d'euros. Vous allez jouer 1 heure. Il y a quelques cartes, et en fait c'est très malin. C'est un jeu très accessible. Qui fait de la déduction. Les histoires, bon, aujourd'hui il y a 6 boîtes, il y en a 3 nouvelles, donc ça fait 9 maintenant qui sont disponibles. Elles sont pas toutes de même niveau, mais comme toutes les enquêtes de Sherlock Holmes, c'est comme tous ces jeux-là d'ailleurs, les enquêtes, ça dépend vraiment de l'écriture. Et puis bon, voilà, Crime Zone qui va sortir. Je pense qu'il y a aussi des plans. On a vu que Détective, c'est un grand succès. Son éditeur qui est polonais est en train de le décliner. Détective à toutes ses sauces, avec un jeu dans une ambiance de guerre froide qui est annoncé pour cette année, en tout cas en anglais. Et puis voilà, Olivier a dit un truc intéressant, c'est que je pense qu'il y a aussi une appétence qui est décuplée avec les services maintenant du type Netflix et compagnie, où on donne aux gens le goût des enquêtes, y compris des enquêtes bien ficelées. Je pense que maintenant il y a Netflix, il y a Amazon, il y a HBO, il y a je ne sais pas trop combien, et autant de séries d'enquêtes qui peuvent donner envie de se retrouver à son tour dans la peau de l'enquêteur. Donc je pense que le boom des services de téléchargement, comment on dit ça, des vidéos Vidéo de demande, n'est pas, enfin c'est absolument compatible avec l'envie des gens de se retrouver dans des choses beaucoup plus narratives. Alors, le jeu narratif on va dire, c'est limite un peu Dixit en France, on va dire, ou création comme ça. Est-ce que justement le boom des jeux narratifs aussi grand public, puisqu'au final, tout à l'heure on parlait de Chouette d'Or, on parlait de Sherlock Holmes, c'est un public quand même qui est assez, comment dire, un peu joueur et autres. Là, on voit quand même qu'on est dans quand on parle de Fnac, de Cultura, c'est vraiment très grand public. Détective, ça reste encore quand même, ça demande du temps. La première partie, on parle de quelques heures. Alors effectivement, ça nous emmène, hein. On est vraiment dans un rôle, on est vraiment entre le jeu de rôle et le jeu de société, un peu tout en fait, hein. Qu'est-ce qui fait que on a élargi autant la palette en fait? Quels sont les axes justement, tu parles de, parce que tous les jeux on a listé jusqu'à présent, il y en a quand même beaucoup qui sont joueurs. Ça s'est élargi aussi parce qu'il y avait, on parlait des murders. Là, il y a eu Détective qui est arrivé, tous ces jeux-là. Mais il y a aussi les escapes. Et les escapes, c'est arrivé, c'était Hint Hunt. C'est Hint Hunt qui est arrivé en France puisqu'ils avaient repris la licence anglaise.
d'un jeu qui lui était, je crois, hongrois, mais je suis pas sûr. Et ça vient même du Japon encore avant. Je crois, oui, encore avant. Et c'était les premiers arrivés à Paris avec ça. Et à la fin de la deuxième année, on était à 480 salles d'escape en France. Et je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 700. Ouais. Donc, je pense que l'escape, c'est ce qui a permis aussi à des gens de se retrouver, de jouer ensemble pendant 1 heure et de faire soit une enquête. C'est comme une forme d'enquête au final. C'est un mélange de chasse au trésor, d'enquête. Il y avait le fait de se retrouver et le côté mordeur où on était entre nous. Et donc voilà. Il faut dire, l'escape, oui, c'est génial. C'est live. Alors là, c'est pour le coup, par rapport aux séries, etc., bah là, on se retrouve vraiment soi-même en live dans une situation improbable dont on va devoir se sortir en vie, ou enfin, même si on joue, c'est un jeu d'enfant, mais quand même, là, pour le coup, ce que vivent les gens à la télé, là, on le vit nous-mêmes, quoi. Donc, effectivement, c'est pour ça que l'escape a explosé aussi. Et puis, en plus, c'est devenu de mieux en mieux. Moi, je me rappelle les premières escapes qu'on faisait, il y avait des cadenas partout. Maintenant, c'est de la technologie, des murs qui se rapprochent, des trucs de fou, quoi. Et, justement, Unlock, c'est quelle année, ça? Unlock, moi, je l'ai inventé en avril 2016. Donc, 4 ans. Ouais. Oui, ça sort en 2017. Ouais. Et on a fait très vite, en fait, parce que... En fait, Unlock, c'est sorti, pourquoi? Parce que j'ai été faire une escape. Je ne sais plus laquelle c'était. Enfin, dans Paris, j'en ai fait beaucoup, en fait. J'ai été faire une escape et je me rappelle très bien des 5 premières minutes. On s'est retrouvés tous emprisonnés. On était 5 emprisonnés dans 2 mètres carrés avec une porte qu'il fallait ouvrir. On était coincés comme des cons, hein, pardon. Et en se disant, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Et on a commencé à trouver une clé, à faire machin, à truc. Et en sortant, on s'est dit, mais c'est génial. Quand ça s'est terminé, on avait mis 47 minutes, je me rappelle. Le gars est rentré, on dit, bon, bah voilà, vous avez gagné. On s'est regardé, on a dit, déjà? Non, mais on était déçus, quoi. On avait envie que ça dure encore 2 heures, quoi. Et je suis sorti là, je me suis dit, mais c'est génial, ce truc est génial. Il doit y avoir moyen de le faire en jeu de plateau, quoi. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas le gâcher, en fait, quelque part. Je me suis dit, je vais en faire d'autres. Je vais voir comment ça marche. Je ne connais pas le code de ce nouveau truc. Et c'est venu tout seul au bout d'un moment. Après, à force d'en avoir fait, j'ai eu l'idée du bête principe de Unlock parce que je voulais pas le gâcher. Je voulais pas me mettre à me dire, bon, comment est-ce qu'on fait une escape room, etc., etc. J'avais besoin d'un système. Et il est venu après une trentaine d'escapes, il est venu tout seul et c'est ce qu'il fallait. Enfin, il fallait que le principe d'addition d'Unlock, qui est vraiment une idée bête, mais je cherchais une idée bête. Et le mieux pour l'avoir, c'est de ne pas la chercher parce que sinon on la trouvera jamais. C'est tellement simple que je l'aurais jamais trouvé. Voilà. Ça permet justement peut-être de l'accessibilité. On parle peut-être d'Exit, qui est un peu un format différent aussi. Oui, mais je voulais revenir sur quelle était la raison du succès, ta question initiale. C'est bien. Mais le terme a été utilisé à un moment donné, c'est l'immersivité, c'est le fait de vivre quelque chose. Donc les escape rooms, en réel, c'est évident, on vit quelque chose. D'ailleurs, les meilleures sont celles où on est le plus en immersion, enfin, à mon goût, mais ça a l'air d'être partagé. Oui. Et je pense que le jeu de société, c'est la même chose. On a envie de vivre autour de la table une aventure. Les jeux narratifs, c'est ce qu'ils permettent de faire. C'est transposer le jeu de rôle, où on vit une aventure, où on est en immersivité, à du jeu de société, mais en le donnant plus accessible, moins, tu as utilisé le mot, je sais plus quoi, moins contraignant, enfin moins lourd à mettre en œuvre, on va dire. Donc pour moi, le boom va avec le fait qu'on a réussi à trouver des produits qui sont accessibles, mais qui permettent une grande immersivité. Voilà. Est-ce que ça s'accompagne pas aussi un petit peu avec tout ce qui est... Alors, il y a eu beaucoup d'essais de transmédia dans les jeux de société à une époque. Il échoué pour la plupart. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Et au final, qu'on voit avec Chronicle of Crimes, ou avec Detective, même avec Unlock, finalement, parce que même les applications compagnons jusqu'à présent, ça a rarement été des succès et pas attachés réellement. Là, on se retrouve avec Unlock ou avec Detective ou autre, à faire du vrai transmédia, mais en plus vraiment intégré. Est-ce que c'est pas aussi ce cap-là qui a pu... Mais aussi, c'est parce que les gens, à mon avis, sur le transmédia, ont toujours voulu inverser le rapport. C'est-à-dire que j'ai un jeu avec
des cartes et un ordinateur, et forcément l'ordinateur vole la vedette. Alors que, à mon avis, la vraie recette du transmédia, c'est l'inverse. C'est les cartes qui doivent voler la vedette. C'est-à-dire que nous, dans Unlock, on insiste beaucoup. C'est ce qui se passe avec les cartes qui est important. La machine à côté n'est qu'un support, un compagnon, une aide. On ne veut pas lui donner trop de pouvoir. Mais dans si ça a évolué. L'application compagnon a évolué quand même, l'intégration. Oui, mais il y a toujours une recherche de dire, et c'est pas un joueur tout seul qui va résoudre la machine, il a besoin des cartes que les autres vont lui dire, tiens, mais là, va à droite, va à gauche. Parce qu'en fait, ce serait facile de faire des mini-jeux, mais c'est pas intéressant. Et mais même dans Détective, je veux dire, même si on utilise beaucoup l'ordinateur, j'ai fait la campagne de Détective, on utilise beaucoup l'ordinateur, mais le plus intéressant, c'est le texte qu'on y lit. C'est pas le fait d'utiliser l'ordinateur, c'est les déductions croisées qu'on va faire, et puis on a un tableau avec les tronches des mecs, etc. Et donc, c'est juste qu'il n'y a pas assez de place sur les cartes, donc il faut bien déporter le texte ailleurs. Et bon, c'est rigolo que ce soit l'ordinateur du FBI, c'est le FBI, on s'en fout. Oui, c'est Antares, pardon, excuse-moi. Mais en fait, bien vite, c'est bien pour la. Ouais, ok, on a un peu l'impression d'être dans Antares, je fais ma recherche, tiens, regarde les empreintes match, etc., etc. Et d'ailleurs, elle est très bien faite parce qu'elle fait beaucoup de boulot contraignant toute seule. Mais en fait, on est concentré à fond sur l'enquête, sur ce foutu tableau noir sur lequel on a noté des trucs, et donc l'app passe en arrière-plan. Et il y a beaucoup eu de jeux transmédia où c'était ce qui se passait sur le transmédia, genre, je sais pas, je prends Atmosphere, les premiers, quoi. C'était la vedette, c'est la vidéo. On veut bien de l'aide. Et encore, ce que je voulais dire sur les jeux d'enquête, on a encore de la marge de progression parce que on a des jeux comme Détective, typiquement, on a des moments où il faut rentrer des codes dans le truc et c'est le petit truc qui est pas terrible. Dans Chronicle of Crimes, on est encore à scanner des QR codes et on sent bien que là, d'ici quelques années, ça va plus être possible. Aujourd'hui, c'est les premiers jeux qui font ça, on peut encore. Unlock, pareil, a progressé dans le temps. Moi, j'ai des rêves parce que si tu veux, Unlock, mais ça va pas être facile tout de suite, mais dans les faits, l'appli d'Unlock, elle est là pour servir le même rôle que le Game Master d'une escape room. Le problème, c'est que le Game Master d'une escape room, il est vivant. C'est-à-dire que là, on demande quand même aux joueurs de faire l'effort de demander un indice, si possible sur la bonne carte, celle qui les bloque bien. Parce qu'un Game Master, lui, il va lui donner un indice vraiment au bon endroit, parce que a priori, c'est son métier, il est là pour ça. Et d'ailleurs, un bon Game Master d'escape room, c'est de faire sortir à 59 minutes. Tu vois, nous, on ne sait pas. On dépend vraiment beaucoup des gens. Et c'est pour ça que la technologie pourrait nous pousser plus loin. J'ai discuté avec les gars d'Alexa, là. Je leur ai dit, est-ce qu'il y a nous, ce qui nous plairait, ce serait qu'elle puisse écouter ce que disent les gens. Alors, pas pour espionner vos Elle le fait déjà. Oui, mais tant qu'à espionner, qu'elle puisse comprendre que vous êtes bloqué à cet endroit-là et vous dire toute seule et vous envoyer un indice toute seule. Donc voilà, bon, on n'en est pas là. C'est pas encore possible, mais qui sait. Donc en fait, on est encore plus dans l'immersif. Ouais. On ne va que vers ça. C'est exactement ce qu'il dit, parce qu'au final, tu vois, dans l'idée, c'est OK, maintenant, on veut que ça marche, mais sans taper de code, sans taper que tout arrive un peu comme par magie. Le média est là, il est là comme une aide, mais on a de moins en moins besoin d'interagir avec. Ce serait génial. Oui, c'est l'idée. Il y a une différence quand même aussi qu'on n'a peut-être pas mentionné juste rapidement, mais elle est évidente entre les jeux d'enquête et les jeux d'escape, c'est cette contrainte du temps qui rajoute aussi cette pression. Et on parlait, les jeux d'enquête souvent sont longs, c'est en train de changer parce que j'ai cité QI System, on va avoir Crime Zone qui sont des jeux sur des temps plus courts, mais souvent les enquêtes, c'est vrai qu'on a le plaisir, c'est aussi de partir sur une piste qui est pas bonne, de rebondir, on peut contraindre ça. Là, l'escape se dit tout de suite, non, c'est 1 heure, en 1 heure, faut que vous soyez sortis. Et il y a cette composante qu'on n'a pas forcément dans les jeux d'enquête, dans les jeux d'enquête traditionnels, où là, on a vraiment cette pression du temps qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Mais Sherlock, c'était un peu au coin du feu avec un cognac. Tu pouvais jouer à 20, on prenait notre temps. Tu passais plus de temps à argumenter sur la prochaine piste que t'allais. Parce que tu lisais la piste, ça allait vite, et ensuite tu discutais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon, où on va ensuite? D'ailleurs, que tu retrouves un peu aussi dans Détective, au final, hein, parce que tu as un timing oui. Détective, mais en fait qui est un peu... Ça dépend, il y a certaines enquêtes où tu es un peu pressé dans Détective.
Mais c'est de manière artificielle que tu es pressé. Donc, et pareil, dans Unlock, tu es pressé de manière artificielle. Tout à fait. En fait, tu peux très bien, exactement, tu peux prendre. Mais dans les jeux d'enquête où t'as pas de timing réel physique, t'es pas en real time, enfin t'es pas en temps continu, t'as quand même une contrainte de temps, parce que sinon t'aurais pas de plaisir si tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Donc t'as une contrainte de temps artificielle. Sur Détective Conseil, c'est Sherlock Holmes. Ouais. Sur Détective, c'est le nombre de jours et d'heures que tu passes. Donc tu auras quand même toujours une contrainte. Il faut que tu aies une contrainte de toute façon, sinon tu fais ce que tu veux. Tu as une contrainte, mais je veux dire, qui est moins forte. Par exemple, c'est un Unlock. Unlock, tu as un compteur d'1 heure qui tourne. Entre guillemets, c'est un nombre de points d'action, on va dire ça comme ça, dans Détective, ça revient à faire ça en fait. Mais tu peux prendre ton temps de prendre ton petit cognac et de réfléchir tranquillou, ou de prendre ta bière et de réfléchir à la prochaine action que tu vas faire. Et mettre 2 heures pour faire une action qui... Mais je dirais que les gens jouent le jeu quand même, parce que quand tu joues à Détective, tu es en mode, ok, on a des enquêteurs de Antares, tu te dis pas, tiens, allez, je vais prendre un... À Sherlock Holmes, l'ambiance est différente, donc peut-être le petit cognac tranquillou s'impose plus, mais je pense qu'à Détective, t'es pas en mode, bon, on a le temps, les gars, tu vois, nous, quand on faisait une enquête de détective, on la faisait vite, quoi, enfin, genre, si on nous dit on est pressé, on y va, je sais pas, c'est un peu du jeu de rôle, on est un peu à la frontière du jeu de rôle, tu sens moins enfin, je pense que t'as moins envie de prendre ton temps à Détective qu'à, par exemple, à Sherlock Holmes, mais c'est pareil, la différence entre Unlock et une vraie escape room, c'est qu'une vraie escape room, si tu es à 1h01, il y a un gars qui arrive, qui dit, bon, désolé, hein, vous avez perdu. Éventuellement, il te montre ce que tu as raté, et ensuite, il te met à la porte. Nous, c'est clair, on dit aux gens, le temps, si vous avez dépassé, vous aurez une moins bonne note. Mais bon, vous pouvez la finir quand même, faites-vous plaisir. Mais les gens n'aiment pas perdre pour autant, c'est ça qui est amusant. C'est que franchement, s'ils mettent 1h10 ou 1h20 ou 2 heures, c'est pas grave, mais ils détestent perdre. Il y en a qui préfèrent arrêter le chrono, le temps de comprendre et de les remettre en route pour pas dépasser leur fatigue, ce qui ne change rien. Et on voit aussi, aussi pas mal de multiplication de matériel. C'est-à-dire que là, on parle des escapes. On voit justement Unlock, la manière d'être traité, qui est très... Je crois que c'est de la musique. C'est tout. Ah, c'est cool. On voit justement sur la partie Unlock où on a des cartes, un support très limité derrière avec un appli. On voit Exit qui est très différent puisqu'on a une sorte de roue, on va dire entre autres, mais pas que ça, qui permet on va dire que c'est un solver, on va dire ça comme ça, pour générer des codes. Si on prend les escape books, je pense entre autres parce que je les vois là entre autres, il y a 404 éditions entre autres qui fait ça beaucoup sur les escape books et autres à ce niveau-là. C'est un peu aussi sur quoi tu vas aller avec Malfos, où on est sur du un peu de tout ça en fait. On est sur du matériel, on cherche à casser un peu le... J'anticipe un peu le dernier slide là, mais c'est un peu le... On n'y est pas encore. Mais justement, on cherche des nouvelles pistes aussi matérielles en fait. C'est ça, ouais. On est sur 10, bientôt 11 supports différents. C'est-à-dire on a donc le site internet, il y a Facebook, Instagram qui suivent l'histoire, voilà. On a un livre chez Brajlon, on a le jeu de société chez Don't Panic Game, on a le documentaire qui va être sur Netflix ou Amazon Prime dans pas longtemps. On a que je me trompe pas parce qu'il y en a tellement que je suis perdu. On a le jeu de la BD qui va arriver et en fait on se sert de tout ça pour résoudre le jeu de rôle aussi. Voilà. Il y a total transmédia là. Là c'est ouais, pour le coup, ouais, c'est un gros transmédia. On a Alexa, voilà, ça y est, j'ai oublié. Alexa et l'application mobile. Je me dis au bout d'un moment, à force de le dire. C'est ça dont on entend de plus en plus Alexa parler. Aussi. Et justement, on parlait un peu sur Unlock et sur Exit. Et un petit tour rapide aussi, justement. Est-ce que c'est pas non plus un succès qui est très, très français? J'exagère volontairement le trait. Sur Unlock, clairement, la France, en termes de vente, est devant. Maintenant, moi, j'ai pas les chiffres exacts, mais on en a vendu pour l'instant, enfin, si j'ai à peu près les chiffres exacts, on en a vendu pour l'instant 1,2 million, et ça, c'est 400 000 en France. Donc oui, c'est clairement la France qui est devant, sur 17 pays, je crois. La France est loin devant tout le reste, mais bon, en même temps... 800 000 à l'étranger, on est content quand même. donc voilà, oui, clairement, la France est devant.
Je pense pas que ce soit un succès français, mais après, il y a des raisons de l'expliquer. C'est que, par exemple, Exit est un concurrent sérieux en Allemagne, où il a eu le Kennerspiel. Et après, c'est sûrement pays par pays. La sensibilité aux escape rooms est peut-être pas la même dans tous les pays, notamment. Ils ont peut-être... je sais pas. L'idée, c'est ça, c'est de voir un petit peu aussi si... en fait, s'il n'y a pas une teinte, on va dire, par pays ou série format ou quoi que ce soit, qui fait que on a une certaine appétence, on va dire ça comme ça, pour certains styles. On parle beaucoup d'Unlock, effectivement, pour la France. Exit, c'est un énorme raz-de-marée en Allemagne, mais je crois qu'aux US aussi. Là où, justement, Unlock peut-être un petit peu plus. Oui, alors Unlock marche sûrement moins bien qu'Exit aux États-Unis. Bon, bien que je n'ai pas du tout les chiffres, hein, mais... c'est très probable. Après, l'explication n'est pas pour autant évidente, parce que c'est clair que les deux jeux sont très différents les uns des autres. Mais bon, moi, je dirais, personnellement, j'aime bien les deux. Donc, je joue beaucoup plus à Exit qu'à Unlock par la force des choses, parce que Unlock, comme c'est moi qui l'ai fait, ou mon équipe, on les fait, donc forcément, nous, on a peu l'occasion d'y jouer. Donc, quand je veux jouer à un jeu d'escape room, je joue plutôt à Exit. Maintenant, je pense que le client, vu que ce sont des jeux éphémères, moi, je serais fan d'escape room, je jouerais aux deux, honnêtement. Parce que une boîte d'Unlock, si on est très fan, en 3 jours, c'est fini. Une boîte d'Exit, c'est pareil. Donc, moi, je pense qu'en bon fan d'escape room, je jouerais aux deux. Donc, c'est pas toujours évident. Pour moi, les jeux sont pas en concurrence puisqu'ils sont éphémères. Mais il y a des pays où l'un marche mieux que l'autre. Après, tu sais... les sensations sont différentes aussi. Les sensations sont différentes, mais c'est pas la seule explication. Peut-être que dans un pays, le marketing a été mieux fait. Simplement, je n'ai pas d'explication, en fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait en France pour que Unlock cartonne? J'en sais rien. Ouais, tu sais, je pense que le jour où on aura la formule pour faire marcher un jeu, ça deviendra beaucoup moins drôle. On voit bien que c'est pas non plus... Vas-y. Oui, je voulais continuer sur les pays. Quand on regarde les éditeurs qui ont créé des jeux d'enquête, il y en a combien des Français, en fait? Il n'y en a pas tant que ça, alors qu'il y en a beaucoup des étrangers. Donc, je pense pas que ça soit une spécialité française. En fait, c'est pour ça qu'on a listé Unlock, France, Exit, Allemagne, Détective, Pologne. Tu parlais tout à l'heure, Rixou, de Q-System, qui est espagnol. Chronicle et quel pays? Franco-polonais, on va dire. Polonais, quoi. Détective conseil américain. Et détective polonais. Et Watson and Holmes, espagnol. Donc on arrive en fait sur quelque chose qui est très... on a détective aussi tout court, on a aussi une version... je sais plus si c'est pas Talia qui distribue un italien aussi, les Dexcape. Ou les Dexcape, c'est italien, oui. Donc, en fait, final, c'est quelque chose qui est très très international, mais qui marche plutôt pas mal. Et c'est justement, si on reprend Malfos, c'est un peu la construction aussi de la manière dont tu l'as fait, en fait. C'était un projet qui a été imaginé il y a 5 ans et qui a demandé 3 ans de travail, dont une très grosse année, puisque c'est 112 personnes derrière, pour tous les supports, dont Alexa, créer tout Alexa, l'application, et voilà, une 40aine d'acteurs, 15 auteurs, donc Franck Tillier, Stéphane Bourgoin, voilà, c'était pensé comme ça. Donc c'est plutôt... C'est pas que centré sur nous, c'est un mouvement qui est un peu général. On a eu une offre qui est assez pléthorique. Et l'idée, peut-être, justement, c'est de voir un peu ce qui arrive, puisqu'on commence à avoir une richesse de jeux aussi. On en parlerait rapidement, Rixou, mais qui dit un peu fofolle. On en voit déjà sur le stand d'Asmodée, Cyril, ou Hervé. Hervé, tu as le temps. Tu veux ma place? Est-ce que tu veux justement parler un petit peu du format un peu spécial que tu présentes? On va dire ça comme ça. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut en parler. C'est ça le problème. Alors, juste une petite chose que j'aurais voulu dire au sujet des jeux d'enquête vis-à-vis des jeux de rôle et des escape games. Il y a un élément qui est fondamental dans les jeux d'enquête, c'est la recherche de ce qui est caché. C'est ça le truc. On veut trouver ce qui est caché, la vérité et la révéler. Dans les escapes, on s'échappe, hein. Voilà quoi, c'est dans le titre. Et dans les jeux de rôle, c'est tellement ouvert.
Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais. C'est des trucs. Alors, je suis très très fan de jeux de rôle. Les GN, j'adore ça. Je crois que les plus grosses émotions de ma vie ludique, ça a été dans des GN, quoi, où j'ai fait des trucs, mais complètement de taré. De taré, de me jeter dans des buissons d'orties. Mais pourquoi je fais ça, quoi? Bon, enfin. Et donc, le principe un peu de mon jeu, ce serait d'essayer de se rapprocher de ce que ça pourrait être dans la vraie vie. On est navré, on peut pas trop en dire, sinon on va se faire tuer. Ouais, carrément. Ouais, on a un point rouge sur le. Et l'avenir, justement, dans ce cas-là, c'est de chercher de nouveaux twists, c'est d'aller faire du plus grand public. En fait, le but du jeu d'Hervé, c'est de pousser l'immersion encore plus loin que ce qu'on fait. Je dirais que la façon dont je l'ai présenté, parce que Hervé est venu m'en parler, on en a discuté ensemble, et derrière j'en ai parlé au Space Cowboy, je leur ai dit, les gars, on va faire peut-être le premier jeu sans règles. Là, oui, c'est un peu ça aussi, ouais. Y aura une boîte, tu ouvriras la boîte, il n'y aura pas de règles. Mais c'est pas pour autant une chasse au trésor où il faudra aller déterrer une chouette quelque part. À toi de comprendre. Enfin, je survends un peu les choses. C'est un petit peu, on sera obligé de faire 2-3 choses quand même, mais c'est un jeu où on sera, où je vais pas vous dire que votre vie va changer quand vous allez jouer, mais si vous pouvez être dans l'imagination que votre vie va changer. C'est pas The Game un peu avec Michael Douglas. Ah ouais, c'est pas idiot. Voilà, il y a un peu de ça, ouais. Sauf qu'on va pas vous faire enlever par des. On sait pas. On a des tas de gens qui bossent pour nous. Vous vous souvenez de ce jeu In Memoriam? Oui. Eh oui, In Memoriam. On mettait le CD et il y a le serial killer qui rentrait en contact avec nous. Ouais. Il nous envoyait des mails. C'était Ubi, non? Ubi, non? Je crois que c'était Ubi. Ouais, je crois aussi. C'était fou il y a comme quelque jeu. chose comme ça. Ouais. C'était dans les années 90 et voilà, ça c'était. Et c'est français. Mmh. Ubisoft, ouais. Il y a même eu une suite, je crois. Oui, il y a eu le 2. Ouais. Et ça, c'était fou. Moi, je me souviens, je recevais des mails, je me disais, mais c'est le tueur me contacte. Ouais. Alors que maintenant, je me dis, bon, ok, facile. On a l'habitude. À l'époque, c'était pas évident. Le principe hyper immersif. Et puis alors, ce qu'il y a aussi par rapport à Sherlock Holmes, Détective Conseil et d'autres jeux associés, c'est qu'il y a une référence avec la littérature aussi. On sent vraiment qu'il y a une filiation roman policier, jeu d'enquête dans ces cas-là. L'écriture est super importante. De toute façon, déjà, tu prends Agatha Christie, c'est un jeu. Elle joue avec toi. Tu vois, genre, à la base, même s'il n'y a pas de formulaire à la fin, alors à votre avis, qui c'est le coupable? Elle joue avec toi tout le long. Tu vois, c'est bon. Alors, est-ce que vous allez trouver cette fois? Bon, la réponse est non. Alors pour les vieux comme moi, il y avait une émission à la télévision française qui s'appelait Les 5 dernières minutes, où il y avait dans la première formule, donc c'était en fait bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais, c'est ça. Un feuilleton où on retraçait un crime, souplex. Mais à l'Agatha Christie, pas à l'inspecteur Colombo. C'est-à-dire qu'avec Colombo, ce qui a tout changé, c'est qu'on voyait le crime et on se demandait comment il va retrouver le truc. Et là, on ne savait pas plus. On voyait la même chose que l'inspecteur. Et à la fin, il y avait des candidats dans des box qui... Alors, Monsieur Bernard, qu'est-ce que vous pensez? Alors, je pense que c'est le boucher, parce qu'à un moment, le couteau était ensanglanté. Et puis, aussi, voilà, un truc de cette époque-là, qui n'a pas été repris du tout, d'ailleurs, en fait. Mais... Non, mais si tu y réfléchis, je pensais pendant qu'on discutait, je parlais de Netflix, tout ça. Récemment, Netflix, ils cherchent aussi, parce que tu as eu Bandersnatch, le Black Mirror spécial, où, certes, c'est une sorte de QCM, tu as toujours le choix entre deux choix, mais quand même, ils ont quand même dû développer une plateforme exprès pour je crois, pour la mise en tampon de ça, et pour que ça marche. S'ils ont dépensé plein d'argent pour ça, c'est pour que ce soit exploité derrière. Et dans le thème de Black Mirror, qui est la série, une des séries les plus marrantes et déviantes de Netflix, donc, qui n'était pas de Netflix d'ailleurs à la base, mais ça veut dire que même eux, ils cherchent à jouer avec leur narration, en fait. Ils essayent de briser ce foutu mur, de ne plus raconter de choses, de juste imposer les choses racontées aux gens. Ils essayent de les faire interagir. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu Bandersnatch, il y a quand même à un moment donné une mise en abîme énorme, quoi, où on peut dire au héros qu'on est en train de le regarder, quoi. C'est dingue.
j'écoutais juste, comme on parlait de littérature, et évident, moi je trouve que c'est éminemment littéraire ça, c'est pour ça que je pense aussi que, y compris Sherlock Holmes, ça a pris aussi beaucoup auprès d'un public et rôliste et passionné de littérature en général. D'ailleurs, on parlait d'Agatha Christie, mais on peut parler d'Edgar Poe aussi. Double assassinat dans la rue Morgue. Dupin, qui d'ailleurs est français d'ailleurs comme détective, hein. Donc le côté francophone, ça doit plaire. Il a une petite moustache aussi, d'ailleurs. Il y a quand même ça. Et par contre, là, on parle du coup d'escape, on parle de jeux où il y a de la déduction, il y a quand même un côté, on est obligé, mais il y a un côté quand même mécanique, logique, etc. Il y a une composante en fait qui du coup, moi, par exemple, me manque un peu parfois, et que par contre, j'arrive à retrouver dans le jeu vidéo quand ça innove. Par exemple, si on joue à un jeu comme Elle est Noire, pour ceux qui connaissent, là, on a une composante qui est extrêmement difficile à rendre dès qu'on essaie de ramener ça à du jeu de plateau, qui est par exemple les interrogatoires, qui sont, pour ceux, je sais pas si tout le monde voit à peu près, Elle est Noire, donc c'est un jeu ambiance un peu Black Dahlia, ce genre de choses-là, un peu avec tout ce charme-là. Et quand on interroge en fait des gens, on doit vraiment lire sur leur visage en fonction de leur tic, de leur posture, de leur débit. On doit vraiment essayer de déduire quelque chose en fonction de ce que nous, alors il y a un côté méta dont on pourrait parler, mais ce que nous, on a été capable du coup de déduire de ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très dur à passer dans le côté plateau, et qui parfois manque un peu, et fait que souvent ça reste malgré tous les efforts qui sont faits, ça reste un côté un peu mécanique, logique, et parfois ça fait plus puzzle game que vraiment une enquête, parce que dans une enquête, il y a une composante psychologique, et on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui parfois, ça, je trouve que c'est un peu frustrant. Tout dépend de où tu places la subtilité, parce qu'effectivement, Elle est Noire, j'y ai joué, enfin, au moins, j'ai pas fini, mais j'ai joué en grande partie. Et après, effectivement, tu vois les réactions des gens. Parfois, je les trouve carrément forcées d'ailleurs, mais c'est un vieux jeu. Enfin, maintenant, ça vieillit. De nos jours, il le ferait sûrement encore mieux. Mais où est la limite de la subtilité? Parce que moi, je cherche pas spécialement à défendre Sherlock, mais Sherlock, des fois, il y a des bonnes et des mauvaises enquêtes. C'est pas le sujet, mais parfois, c'est tellement ciselé que il y a un mot qui fait qui va déclencher le. Donc oui, en fait, c'est la limite entre l'imagination et la vision. C'est-à-dire que maintenant, on est plus un monde qui est basé sur la vision, mais moi, personnellement, je suis un grand défenseur de l'imagination. Il est clair que quand je vais faire une vraie escape room, j'adore parce que je le vis vraiment, et en même temps, il est clair que dans une loc, on peut pousser les gens dans des trucs où il est impossible de créer ça en escape room, parce que là, vous êtes sur une île. J'en ai fait des îles en escape room, elles étaient un peu poiraves, hein. Je préfère quand on me dit que je suis enfermé dans une station spatiale, parce que là, c'est facile à faire. Mais par contre, quand on me dit que je suis sur une île, moi j'ai envie d'être sur une île, quoi. Donc peut-être en VR, ce sera faisable, hein, d'ailleurs, mais aussi, je pense que nous, on n'a pas l'arme, c'est vrai, et je le dis souvent. Par exemple, quand j'ai enseigné un peu dans le jeu vidéo, j'ai dit, nous, on n'a pas l'arme de faire des trucs avec la ville, éclairée temps réel, super beau. On peut faire des. Par contre, on a l'arme de l'imagination. C'est notre limite et c'est notre force, je pense. Après, peut-être que la bonne arme, c'est encore une fois le transmédia, parce que effectivement, ce serait cool de pouvoir faire ça pour nous, d'avoir des gens qui réagissent et tout, mais pour l'instant, on peut pas. Il y a quelque chose que vous venez de mentionner qui est important de rappeler, et on parle beaucoup de médias, de transmédia et ainsi de suite, mais comme dans tout, quel que soit le média abordé, on a parlé de romans policiers, que ça soit du jeu de rôle, du jeu policier et tout ça, et là, il y a un truc qui est le plus important pour que ça marche ou pas, et on a dit les aventures de Sherlock, c'est la qualité d'écriture. Et derrière, vous pouvez faire, et c'est vrai pour une série télé et tout ça, dans tous les cas, et même dans le jeu de société, vous n'y échapperez pas. Éventuellement sur de l'escape, parce que vous pouvez faire des choses très techniques, ce qui est plutôt l'option d'exit, ou c'est peut-être pas sa force, mais il marche sur des grosses qualités d'énigmes. Mais sur les jeux d'enquête, il y a un truc qui est fondamental, que vous allez trouver dans le roman policier, dans tout ce que vous voulez, c'est qu'il faut que ça soit bien écrit. Et en fait, vous avez les bonnes enquêtes, quel que soit le jeu, quel que soit le média que vous avez écrit et tout ça, si l'histoire elle est bonne, vous avez des idées, des rebondissements et tout ça, c'est ça qui tire le truc. C'est
pas la technologie. Après, la technologie peut le faire foirer. Mais si vous avez une bonne histoire, ça fonctionnera toujours. Si après la technologie ou les médias qu'on utilise pour le faire, si t'en parles encore longtemps après, voilà, ou si t'as envie d'en parler après. C'était un peu un hommage aussi à tous les auteurs et à ceux qui écrivent ces histoires, parce que la qualité de l'histoire est quand même le socle de tout ça. Sauf si vraiment on est dans des jeux quand on parle des jeux d'escape et d'énigmes qui sont peut-être une catégorie un petit peu à part, qui se rejoint par moment, mais voilà, c'est quand même, il faut rappeler que sa qualité d'écriture, c'est le premier. Je te rappelle de ce moment où tu t'es jeté dans le buisson, c'est c'est un souvenir pour la vie, tu vois. C'est que donc il y avait quelque chose, quoi. Enfin, tu t'es fabriqué et quand tu te rappelles des émotions que à toi je t'ai chopé quand tu jouais à Hélène Noire. Les trucs qui te restent, c'était forcément bon. Et après, c'est très variable d'une personne à l'autre. Nous, on a des gens qui nous disent « Oh, cette enquête d'Unlock, la meilleure que vous ayez jamais fait. » Puis il y en a qui arrivent et qui disent « Oh, cette enquête d'Unlock, elle était un peu pourrie. » La même, hein. Mais des goûts et des couleurs. Hein. Et justement... Pardon, excuse-moi, je te remercie. En fait, je pense que oui, Rexou a mis le point... Non, le doigt. Je te mets ce que tu veux. Bravo, on s'était tenu jusque-là, bravo. L'index. Sur la différence qu'il peut y avoir entre les jeux d'enquête, c'est un terme un peu difficile à utiliser parce que ça regroupe tellement de choses différentes, mais enfin bon. Sur les jeux d'enquête, jeux narratifs, et tout le reste des jeux de société, c'est que vraiment, c'est comme quand on est gamin, quoi, on y croit, quoi. Et quand tu y crois, mais c'est vraiment bien parce que c'est exactement ce qu'on espère. On oublie la mécanique, parce qu'il y a plusieurs récompenses. T'es très content quand tu as démonté une mécanique d'une énigme. Toi, t'adores ça aussi. Ouais. C'est qu'on dit, ah putain, ouais, je suis bon, j'ai un cerveau qui fonctionne bien, j'ai des bons neurones, ouais, t'es classe. Voilà, bon, mais c'est un peu scolaire quelque part. Ouais. Tandis que dans les jeux narratifs ou d'énigmes bien foutus, ça va au-delà, quoi. C'est vraiment... Et justement, est-ce qu'on n'est pas sur différents styles de jeux d'enquête ou de jeux de déduction? Parce qu'on était sur un truc assez générique. Quand on parlait de la chouette, alors on parlait de Sweet Agatha, c'est des choses qui sont peut-être un peu moins... Je pense que, par exemple, la chouette, bon, c'est un truc complètement à part, mais je pense que ça a donné des souvenirs. Personne ne trouvera jamais la chouette d'or, mais ça a donné plein de souvenirs à plein de gens. Mais ce qu'il disait Hervé, c'est super intéressant, parce que finalement, le tout premier jeu narratif de l'histoire, même avant les Murder Party, c'est simplement les enfants qui jouent aux cow-boys et aux indiens dans la cour, ou qui jouent... à je ne sais quel jeu, à la marchande. Désolé je ne veux pas faire de séparation homme-femme, mais en fait, les jeux narratifs, c'est juste la nature profonde de l'enfant de vouloir s'inventer un truc. C'est juste la retranscription de ça. Et donc, on n'a poussé aucun enfant à vouloir jouer, à vouloir s'imaginer être quelqu'un d'autre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, continuez à le faire. Finalement, c'est pas plus mal, quoi. Et pour toi, justement, notre ami Ludo, il retourne ailleurs. Pas moi. Vous préparez un jeu comme Last Message l'année prochaine. Est-ce que toi, justement, ça rentre là-dedans? Pas tout à fait, mais c'est pour essayer d'aller plus loin dans ces jeux-là. En fait, il y a plusieurs axes. Il y a l'écriture. Last Message ne rentre pas dedans, mais pour l'écriture, on essaye de bosser avec des auteurs de romans sur 2 jeux qui vont arriver l'année prochaine. Donc on sent aussi qu'on gagne un niveau, en fait. Parce que c'est des auteurs... il y a un des 2, c'est une autrice de romans jeunesse, et effectivement, elle écrit pas pareil qu'un auteur de jeu, en fait. Il y a un gain en qualité. Tout court, c'est ça, non? Tu veux dire que les auteurs de jeux seraient un petit peu... Mais j'en fais partie, enfin j'ai déjà écrit des... Je dis ça en regardant Hervé. Mais on sent qu'il y a une patte supplémentaire par rapport à Détective. Je vais bâcher mon jeu, Détective, je suis désolé. Ouais, c'est pas un chef-d'œuvre de narration. Qu'est-ce qu'il bouffe comme donut? Voilà. Et on sent... Mais l'enquête est bien, par contre. L'enquête est bien. Mais d'ailleurs, pour Détective, ils ont embauché un scénariste de télé pour écrire la trame du scénario. Donc on a pris cet axe-là d'un côté, et sur Last Message, comme tu dis, là on s'est dit, on va plutôt prendre un jeu d'enquête et on va essayer de l'élargir à du grand public, effectivement. Parce qu'actuellement, c'est pas hyper grand public, et là on essaye d'aller vers du très grand public.
ce qui fait succès, ce qui fait normalement un peu plus de volume. Je pense qu'on a fait pas mal. On avait tout à l'heure Alexiane, justement, pour Crime Bomb ou autre. Justement, est-ce que tu voulais qu'on en parle 2 minutes, justement, par rapport à ça? Et par rapport au futur, est-ce que tu penses que, justement, par rapport à quoi ça peut casser un peu les lignes par rapport à ce qui existe déjà? Merci, je suis flatté que vous me demandiez. Du coup, je suis surpris aussi. Du coup, je sais pas trop quoi dire. Nous, on a pris le parti d'essayer de repartir sur de l'illustration, et je travaille avec Stéphane Anquetil qui a beaucoup écrit, qui a écrit pour du Sherlock Holmes Détective Conseil. C'est comme ça qu'il est venu justement à l'écriture. Il a gagné le concours d'écriture de scénario de Sherlock Holmes. Donc, qui était les Masters Très bon africains. écrivain. Donc, je sais plus en quelle année, mais du coup, voilà. Oula, on va pas le dire, ça. Et puis, voilà, donc, partir sur l'accessibilité, on essaie nous de faire quelque chose de très très simple pour que ce soit très très grand public avec un matériel extrêmement simple. Mais bon, après, je me sens pas hyper légitime. Je veux dire, l'enquête vient juste d'arriver, c'est vrai. Ouais, mais voilà, ça a l'air super excitant. En fait, c'est marrant parce qu'on s'est tombé dessus sur le salon tout à l'heure, tu vois, genre un peu avant la conférence. Et c'est vrai que je suis arrivé à son stand et je suis tombé en arrêt devant le jeu. Et du coup, j'ai réalisé qu'il y avait Stéphane, tout ça, donc on a commencé à discuter. Mais c'est une autre façon de faire les choses. Du coup, c'est presque sans texte puisque c'est une image, quoi. Ouais, en fait, on voulait partir d'un jeu complètement libre, très très inspiré dans l'expérience de Sherlock Holmes Détective Conseil, où à chaque fois on repart où on veut, on prend l'annuaire et puis on va où on veut. Là, on est sur une image où on va zoomer sur des détails, sur la première enquête, il y a un mort sur un canapé, et puis vous avez quelque chose par terre, quelque chose sur une table, quelque chose au mur. Vous retournez la carte. Ce que ça rappelle beaucoup, c'est Blade Runner. Vous vous rappelez pas la séquence où il enquête dans Blade Runner en zoomant dans des parties de l'image la BD 3 secondes. Qui a été repris, oui, qui a été repris 1000 fois dans les experts où les mecs ils arrivent à te zoomer dans l'œil du mec, etc. Ouais, le livre, c'est une BD 3 secondes. On dit, toute la BD c'est sur 3 secondes et en fait on rebondit d'image en image, de reflets et autres. Et c'est vrai, c'est aussi un jeu d'enquête. Mais du coup, c'est vraiment essayer d'aller sur de l'immersion et de l'accessibilité parce que c'est ce qui est le plus facile. On touche un plus grand public et puis après en termes d'édition, c'est aussi réduire les risques, etc. Là, c'est des contraintes. Mais ça te parle tout de suite. Tu as une image, tu dis j'ai envie de regarder là. Regarde, il y a une nana à la fenêtre et tu dis j'ai envie de regarder là. Voilà. Et si ça se trouve, c'est une poupée de cire. Ouais, c'est possible que ce soit une poupée de cire. Voilà. Je passe le micro. Donc c'est Crime Zoom qui sortira chez Aurora. Voilà. Et merci. Et ton stand, c'est combien Du coup, le 05.03. Et puis merci. Bonjour, Sophie André, je suis autrice, j'aime pas du tout ce nom, j'y arriverai pas. Donc je suis auteure d'un jeu pour moi, je suis dans une enquête, sauf que j'ai trouvé que les enquêtes c'était toujours des histoires de meurtres, de policiers, etc. Souvent. Donc moi, je suis allée dans quelque chose qui est dans la non-violence. C'est-à-dire, c'est bien aussi. C'est en fait de retrouver des choses par déduction, imagination. C'est-à-dire, il n'y a pas de scénario qui est créé. C'est les personnes qui vont à chaque jeu créer leur scénario, créer leur histoire par la recherche de choses qui manquent. Et j'ai choisi donc l'écologie, j'ai choisi la recherche d'animaux pour les enfants et pour les adultes, quelque chose de sexuel. Voilà. Donc, si vous voulez me rencontrer, c'est le multipiste, c'est le plateau du multipiste. Je cherche les éditeurs et je pense que voilà, c'est différent. Alors, en ce qui me concerne, ça aurait été avec plaisir, mais je vais tous vous laisser maintenant. Je dois partir parce que j'ai un train à 17h20. Donc, alors justement, on va finir quelque peu. Est-ce que l'idée c'était de vous donner pendant cette heure, merci Cyril, loupe pas ton train. Désolé. L'idée c'est de vous donner pendant 1 heure un peu de faire un état des lieux, c'est un grand terme parce qu'on avait qu'1 heure pour aborder le sujet, mais d'avoir une vision un peu de ce qui se fait actuellement et de justement sur quoi un peu on va dans les mois et années à venir, je vais y arriver. Je ne sais pas si dans la salle vous avez quelques questions à poser encore maintenant aux derniers intervenants. Je pense que ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'avenir là, c'est toujours sur du grand public, élargir
et toujours trouver un peu des nouveaux twists et de la manière d'aborder les choses de manière un peu plus innovante, soit sur de la narration traitée un petit peu différemment ou sur le matériel. Ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, enfin, autant dans les jeux d'enquête que dans les jeux d'escape, c'est pourquoi tu as fait la conférence, j'imagine, c'est des vraies tendances fortes depuis maintenant 3-4 ans. Hein, on peut même dire envahissantes, sincèrement. Les premiers escape plateau, c'est 2016, qui n'ont pas fait beaucoup date d'ailleurs. Hein. C'est la deuxième génération. Unlock Exit, on en a parlé. Hein. Il a dit 1,2 million d'exemplaires pour Unlock. Exit communique maintenant à 4,5 millions. Ce qui commence à faire des succès quand même vraiment, vraiment colossaux. Et puis derrière, énormément d'acteurs qui s'engouffrent. Je pense que là, les deux grosses places sont prises maintenant. Ces deux séries se sont imposées. Ça va être plus dur pour les autres, mais pour autant, il y a quand même une part du gâteau à prendre. Et on voit bien que des jeux d'escape, il en sort énormément. Il y en a pas mal qui vont être traduits en français, encore qui ont été déjà l'année dernière, cette année qui arrive. Et puis dans les jeux d'enquête, voilà, Ludovic le disait, chez Yellow 2 qui arrive. Et on a Crime Zoom, on a sûrement plein de choses qui arrivent. On a des éditeurs qui sont du monde du livre, qui font des escape books, qui vont aller vers le jeu de société aussi. Hervé parle de son projet également. Enfin, on voit bien que là, en tout cas, on aura du choix en tant que consommateur. Transverse aussi avec pas mal de monde ou du Alexa. En fait, on est au début. En fait, on a plutôt l'impression d'un boom, mais où on a peut-être vu que le début de nouveaux pans et d'un nouveau genre, on va dire, qui est peut-être pas si récent, mais un renouvellement. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va vous laisser là. Si. Bonjour, Thomas de Tourne Panic Games. Il y avait une question sur Instagram tout à l'heure, c'était est-ce que vous auriez prévu des extensions sur le projet Malfos? C'était une question d'un utilisateur. Ou dans quelle mesure, je vais reformuler, dans quelle mesure une expérience transmédia d'enquête peut avoir des extensions, etc. Alors Malfos, peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est. En fait, Malfos, c'est un petit village, quelque part en France. Et il y a eu une série de meurtres en 1948, puis une autre en 1949. Il y a un journaliste qui enquête, et en 2019, il se fait assassiner. Et à partir de là, on a 3 enquêtes différentes, et chaque enquête utilise des supports différents. En 1948, c'est un livre du profiler Stéphane Bourgoin qui vous donne une technique pour profiler. En 1949, c'est un documentaire et un jeu de société. En 2019, c'est une application mobile et une application Alexa. Et en fait, les gens choisissent l'enquête qu'ils veulent résoudre. Et à partir de là, ils ont des supports. Et donc, pour répondre à la question, il va y avoir 4 autres supports qui sont prévus. Un support jeu de rôle, un support BD, et 2 autres supports avec une technologie un petit peu nouvelle. Voilà. Super, merci. D'autres questions pas? Eh bien, on va vous laisser là, en vous remerciant d'être présents et de nous avoir suivis. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.